Hello à tous, bienvenue sur le podcast JJ. En ce joli week-end de Noël, je suis hyper contente de pouvoir faire ça ce jour-là même d'ailleurs, parce que le jour où je fais ce podcast, il est le 25 décembre et il est 13h. Et j'ai décidé pour pouvoir parler, alors quand je fais des petites chroniques, c'est vrai que j'ai tendance à rester chez moi et à lire évidemment les parties des articles que j'ai lus et que j'ai vus, pardon, que j'ai dénichés pour vous et puis même qui m'ont intéressé. Et là aujourd'hui, comme je reprends une chronique plus sur ma vie, sur mon expérience, je suis repartie marcher et aujourd'hui j'ai décidé d'aller marcher donc sur Sainte-Marie, enfin oui sur Sainte-Marie, et d'enlever mes petites chaussures et de marcher pieds nus. Euh, c'est une méthode déjà très intéressante pour reprendre contact avec le sol et puis pour la mobilité des chevilles, pour plein de choses. Alors en Nouvelle-Calédonie, c'est pas trop quelque chose d'inhabituel étant donné qu'on marche très très pieds nus. Euh, et donc du coup c'est pas quelque chose d'original, ouais, voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai tendance avec la course à pied, avec la muscu, avec le vélo, et puis un boulot toute la journée, en fait d'être en chaussures quoi. Et les trois quarts du temps ce sont des chaussures fermées, ça me compresse les pieds. J'ai une mobilité de cheville qui s'est un petit peu, disons, qui a un petit peu diminué avec le temps. Faire des recherches scientifiques là-dessus, enfin scientifiques, on va dire biomécaniques, techniques, sportives, je me suis aperçue que c'était extrêmement bon. Donc du coup, qu'à cela ne tienne, en Calédonie on a l'habitude de marcher pieds nus, donc je reprends ma marche pieds nus, là dans de l'herbe quand même, parce que même le sol avec le 40 degrés à l'ombre, c'est compliqué, plus pour une question de sensibilité à la chaleur. Voilà, donc ça, ceci dit, moi j'ai passé un excellent réveillon. J'espère que vous aussi. Si vous ne fêtez pas Noël, écoutez, vous avez passé une belle soirée de toute façon. Et si vous l'avez passé, vous, dans un sens Noël et festif, avec les gens que vous aimez, et que le 25, vous le reprendrez avec les gens qui vous entourent que vous aimez le plus possible. Parce que ce soit la famille ou des amis, de toute façon, le plus important, c'est de passer des moments merveilleux avec les gens qu'on aime, ou en tout cas, si c'est avec soi-même, de bons moments. Voilà. Alors, la semaine dernière, en fait, j'avais un peu introduit le sujet sur le fait que j'allais parler de mes problématiques digestives. Euh, Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui mange extrêmement bien, euh, voire orthorexique pour le nom scientifique de la chose, c'est-à-dire que je passe ma vie à essayer de trouver des aliments sains et de manger sainement au quotidien. Donc certains appelleraient ça de l'orthorexie. Alors comme c'est une maladie psychologique, je pense qu'il y a tout un autre mécanisme que celui simplement de manger sain. C'est aussi de faire des kilomètres pour avoir un produit spécifique, refuser des repas, etc., etc. Alors moi je ne les refuse pas. J'ai une technique, c'est que je viens avec mes aliments. Alors ça va certainement relever de l'orthorexie, ou en tout cas de la maladie compulsive psychologique pour certains. Je dis pour certains parce que je pense que manger sainement, ça devrait être un quotidien. Quand je dis sainement, c'est pas obligatoirement light. Il faut bien l'entendre, il y a une différence entre manger light et une différence avec le fait de manger, vouloir manger des choses simples, non transformées. Voilà, moi je sais que vous m'invitez pas à aller au restaurant dans un endroit où il y a que des pizzas et des hamburgers parce que je n'y viendrai pas. Et sinon, je ferai enlever la moitié des choses qu'il y a dedans. Pour la simple et bonne raison, c'est que avec mon parcours de vie, déjà de sport, donc je vous fais pas un dessin, mais quand on a mangé extrêmement mal la veille, le lendemain, on n'est absolument pas performant. Donc pour certains, ça n'a aucun impact. Pour moi, ça en a parce que ma vie est conditionnée au fait que le matin, j'ai besoin d'aller sortir, courir, marcher, faire de la muscu, découvrir la nature, faire quelque chose, voilà, de mon corps et de mon esprit.
et que si je suis pas bien, c'est compliqué. Voilà, j'y arrive pas, c'est psychologique. Je ne m'enlève pas ça de la tête. Pour moi, c'est comme ça que mon fonctionnement est fait. Chacun a un fonctionnement du corps qui est différent. Il y en a qui ont besoin de se réveiller, d'aller travailler et puis de faire du sport le soir, d'autres c'est le midi. On s'en fout. Moi, c'est le matin. Moi, le matin, je conditionne ma petite vie à 2 heures où je suis injoignable, entre guillemets, dans le sens où je partage, hein, c'est pas le souci, mais j'ai besoin de me retrouver avec moi et de surtout pas être embêté par des problématiques digestives. Or, le problème, c'est que ça fait maintenant, depuis 2008, 2009, on va dire, que je suis particulièrement touchée par une sensibilité intestinale. Euh, alors je vous dis de suite, j'ai pas la solution encore aujourd'hui, donc vous imaginez, après tant d'années, j'ai des pistes, j'ai des solutions qui pourraient se réaliser. J'ai mis en pratique énormément de choses et je voulais en partager avec vous aujourd'hui parce que je voulais vous montrer que, et c'était pas pour mettre en contradiction avec ce que je dis, mais on peut très bien avoir une vie normale, faire du sport, être en bonne santé, être bien dans sa tête, bien dans ses baskets et, souffrir de maux qui ne sont pas des maladies écrites, inscrites dans le Vidal, en tout cas dans les médicaments qui pourraient soigner ce genre de maladie, parce que ce n'est pas une maladie dans le sens où avoir mal au ventre, être ballonné, avoir des problèmes digestifs, avoir les intestins qui se tordent, ce n'est pas une maladie, vous pouvez vivre avec. Donc voilà, donc on fait partie, et je pense qu'il y en a certains qui se reconnaîtront dans les symptômes que j'ai décrits. On fait partie de ce club de gens spécifiques à la non-médicalisation, au non-traitement de cette problématique. Alors, somme toute, de toute façon, avec le recul, je me sens particulièrement chanceuse de ne pas avoir à prendre des médicaments parce que j'aime déjà pas ça. Alors si en plus il y avait un médicament qui sortait pour me soigner, je serais un petit peu embêtée parce que ça voudrait dire que je vais dans l'opposé de ce que je pense être le bien, le curatif, et pas dans le préventif, ou en tout cas dans ce que je vais vous raconter qui, somme toute, va être difficile d'éviter parce que vous n'aurez pas le choix et vous avez certainement déjà pas eu le choix avant. Donc maintenant c'est peut-être déjà trop tard, mais si vous pouvez éviter ce qui m'est arrivé, ça serait tant mieux. Et moi, j'ai pas vraiment eu le choix, et je pense que de toute façon, même aujourd'hui, ça m'arriverait encore, je n'aurais pas le choix. Alors qu'est-ce qui m'est arrivé ? Il m'est arrivé que quand j'étais en métropole, je faisais la fin de mes études, et à cette époque-là, je faisais pas beaucoup de sport d'ailleurs, parce que j'avais arrêté depuis pas mal d'années la danse, et puis je m'étais consacrée énormément les études. Et j'avais repris les derniers 6 mois avant de rentrer en Nouvelle-Calédonie, j'avais repris un peu le sport. J'étais rentrée le dernier hiver, parce que c'était l'hiver quand on rentrait en Calédonie, c'était en juillet-août, donc à l'inverse de la métropole. Donc j'étais rentrée en Nouvelle-Calédonie, et puis j'avais mon meilleur ami de l'époque qui m'avait dit Jade, tu t'empâtes un peu, alors que tu te bouges un peu, quoi. Et moi qui étais toujours dynamique dans ce que je faisais, j'avais un peu pris mal parce que je n'étais pas quelqu'un je me regardais pas dans la glace spécifiquement, mais bon, en plus j'étais avec quelqu'un, donc j'étais amoureuse, tout allait bien, il m'aimait comme j'étais physiquement, et je me posais pas de questions. Puis bon, je m'étais dit, ouais quand même, Jade, tu merdes un peu. En plus, j'avais 6 mois un peu à perdre, dans le sens où je terminais mes études, et puis après j'attendais que mon ex de l'époque termine aussi quelque chose qu'il avait à faire professionnellement pour qu'on rentre. Donc je m'étais dit, bon allez, mets tes baskets, va courir. Donc je m'étais mis à courir et j'avais commencé le premier régime. Alors un régime alimentaire un peu drastique parce que c'était la grande mode à l'époque, et puis la famille de mon ex avait mis ça en place, et puis c'était soi-disant miracle. Et comme je n'y connaissais pas grand-chose en matière de régime alimentaire il y a 12-15 ans, 12-13 ans, je m'étais dit, bon allez, on va tester, de toute façon ça ne peut pas me tuer. Donc je m'étais mis le régime du camp. Alors on l'appelle du con maintenant, mais bon, je crois que ce ne soit pas vraiment nécessaire de le critiquer lui plus que quelqu'un d'autre, parce que de toute façon les régimes, quand c'est des régimes alimentaires drastiques,
Je ne parle pas d'un régime alimentaire au sens manger bien. Pour moi, le régime alimentaire, c'est manger juste normalement. Du coup, je m'étais mis en régime du camp. Et donc ce régime consiste à de l'hyperprotéiné en termes d'alimentation, c'est-à-dire que vous avez des phases d'attaque dans lesquelles vous avez des semaines, voire des jours, plusieurs jours d'affilée, vous ne mangez que de la protéine, donc la protéine au sens animal, pas végétal, puisque celle végétale contient souvent des glucides, donc des sucres, parce qu'elles sont souvent à base de lentilles, à base de pois chiches, ce genre de choses, donc ça apporte des sucres qui sont exclus totalement du régime. Hein. Et donc, du coup, l'idée c'était donc de faire ce régime-là, où donc pendant plusieurs jours vous mangez que de la viande. Vous avez par contre, vous n'avez pas de restriction de quantité. Hein. C'est la fête à la musique. Et vous pouvez manger autant que vous voulez de viande, de poisson, de poulet, de yaourt nature sans sucre, de fromage blanc, enfin voilà. Et la semaine qui suit, vous réintégrez simplement des légumes. Donc il y a uniquement des légumes. Alors de mon souvenir, je crois qu'on n'avait pas de restriction au niveau des légumes. Peut-être que si, peut-être qu'il y avait certains légumes trop sucrés comme la carotte, ce genre de choses. Mais quand je dis légumes, ce sont des légumes verts, quoi. On ne parle pas de légumes, les nouveaux légumes de base ou patates, riz, tout ça, c'est pas des légumes, ça. Des légumes qui, voilà. Donc, et peu de légumes qui sortent de terre, donc les carottes, les panais, le panais, ce genre de choses, on l'évite. Donc voilà, donc du coup on alterne ça pendant un certain nombre de temps jusqu'à arriver à une phase dite de stabilisation, dans laquelle on va réintroduire de manière, on va dire, douce, les glucides, donc le riz, les pâtes, le pain. Et puis voilà, et puis après, vous êtes censé rester dans cette phase-là et être bien dans votre corps. Bon. Alors bon, je vous le dis de suite, comme tout le monde, j'ai entamé le régime, j'ai jamais fait la phase de stabilisation que personne ne fait d'ailleurs et qui, somme toute, est quand même particulièrement bien mis en gras, rouge, vert, bleu dans le livre du camp, dans lequel il vous dit que le régime fonctionnera, mais il ne sera durable que si on fait la phase de stabilisation. Mais bon, généralement, on ne la fait pas parce que elle est conditionnée au temps que vous avez mis à perdre du poids. Donc en gros, si vous avez mis 6 mois à perdre du poids, vous avez 6 mois de stabilisation. Personne ne le fait. Quand tu réintègres un petit peu de riz, un peu de pain, un peu de pâtes, au bout de quelques jours, c'est la fête du string. Là, tu as tellement envie de manger n'importe quel sucre que tu bouffes et puis voilà, tu reprends du poids. Quoi. Alors moi, je ne suis pas arrivée là parce que mon parcours s'est arrêté, en phase de régime parce que j'avais perdu du poids. J'avais été, je pense, judicieuse dans ma technique, c'est que j'avais quand même réintroduit déjà depuis quelques semaines le sport. À la fois de la course à pied et aussi de la salle de musculation. Alors c'était pas vraiment la salle de muscu, hein, c'était du renfort léger. Mais ça me maintenait en tout cas en condition physique parce que je perdais du poids et que je voulais pas ressembler à quelqu'un qui avait voilà, les fesses qui tombent, la peau qui... Alors bon, j'avais pas une 25 kilos à perdre non plus, mais bon, vous savez, c'est ce genre de stéréotype qu'on se fait dans la tête. Et donc je m'étais dit, non, Jade, tu vas pas faire n'importe quoi, tu vas faire aussi du sport, ça c'est hyper important. Voilà, tu vas reprendre le sport puisque tu peux plus refaire la danse comme tu faisais, tu peux plus faire des raids, des sorties en extérieur, tu vas courir. Donc j'allais courir. Je faisais un peu de salle et je faisais ce régime, donc j'ai perdu mes 8 ou 9 kilos de trop. Alors peut-être que je n'en ai pas vraiment 8 ou 9 à perdre, mais disons que moi en tout cas je me sentais bien avec ces 8 ou 9 kilos perdus. Et malheureusement, en phase de réintroduction des glucides, etc., j'étais aussi en hiver en métropole et j'avais accompagné mon ex de l'époque sur un marché de Noël. Et lui, il vendait des fringues bio. Et donc, déjà à l'époque, vous voyez, c'était quand même déjà la grande mode du fringue bio, nature, etc. Et il avait misé le truc. Et donc, du coup, je m'étais mis à vendre ça. Il faisait moins 15, moins 17 degrés. On ressentit, c'était terrible. C'était un hiver atroce. Et du coup, on avait faim. Et du coup, sur le marché, il n'y avait rien à manger. J'avais pas prévu quelque chose de spécifique. Et il était allé nous chercher un sandwich américain. Puisque je lui ai dit, écoute, moi, je ne mangerai pas le pain et les frites. Je mangerai que la viande. Comme ça, au moins, ça fera une pierre de coups. Ça restera dans mon régime. Voilà. Et lui, il m'avait dit, écoute, ça me va. Moi, le pain et les frites. Il mangeait n'importe quoi, lui, à l'époque.
Donc ça lui allait très bien. Et du coup, voilà, moi j'avais mangé ma viande. Et elle est déjà, quand je l'avais mangée, je m'étais dit, elle n'est pas assez cuite. Alors moi, la viande hachée pas cuite, c'est un problématique, j'aime pas ça du tout. Soit c'est semelle, soit c'est carrément bleu. Mais l'entre-deux, ça me plaisait pas du tout. Et bon, j'avais mangé ça. Puis j'étais rentrée le soir, fatiguée de cette journée éprouvante. J'avais bu du vin chaud pour la première fois de ma vie le soir, donc avec les épices, le vin, etc. pour me réchauffer. Et puis j'étais rentrée chez moi, après une journée debout, à vendre, marcher, etc. Donc là, pour le coup, le sport, je l'avais fait. Hein. Et j'avais commencé à avoir très très mal au ventre. Et dans la nuit, je me suis, excusez-moi de l'expression, mais vidée. Hein. Vidée, j'avais très 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 mal au ventre, en bas, à droite, c'était terrible. C'était horrible de m'en souvenir. Là, rien que d'y penser, c'était terrible. Je me faisais des bains d'eau bouillante pour essayer de ralentir la douleur. J'alternais toilette, douche, toilette, douche. Après, je me suis mis à vomir. Enfin, c'était atroce. Une nuit, mais atroce. Et on était à une semaine de Noël à peu près. Et donc, du coup, la nuit passe terriblement comme je peux. Le matin, on réveille une gueule terrible. Et à l'époque, mon ex m'avait dit, écoute, on va appeler le SOS médecin, tu peux pas rester comme ça, etc. C'est pas possible. Alors moi, non, tout va bien. J'étais déjà un peu warrior et folle dans la tête. Ah, ça va, c'est bon, c'est rien du tout. Il me dit, ouais, t'as mal à cet endroit-là, ça se trouve c'est l'appendicite, tu l'as jamais eu. Somme toute, je ne l'ai jamais eu et je ne l'ai toujours pas eu d'ailleurs. Et je lui ai dit, non, rien, en gros, je veux rester vierge de mon appendice. Et il va très bien. Bref, il avait réussi en douce à appeler le SOS médecin qui était arrivé. Le gars m'avait ausculté, il ne comprenait pas ce que j'avais. Bon, bref, il m'avait dit, écoutez, c'est soit une appendicite, mais c'est pas extrêmement inflammé, je le sens pas trop au contact, mais ça a l'air quand même un peu gonflé. Ou alors vous avez peut-être une grossesse extra-utérine. Alors j'ai dit, grossesse extra-utérine, qu'est-ce que c'est? Enfin, bref, je vous laisserai chercher si vous avez envie d'avoir des infos. C'est pas le sujet du jour. Bref, et donc c'était faisable, c'était probable aussi. Hein. Donc me voilà partie à l'hôpital parce qu'il me dit, écoutez, on ne peut pas vous laisser comme ça, vous avez pratiquement 41 de fièvre, vous êtes bouillante, vous êtes vidée, vous êtes déshydratée, il faut faire quelque chose quoi. Là, ça fait depuis hier, vous avez vraiment un problème. Et moi, j'avais pas fait de relation avec mon alimentation, hein. J'étais toujours dans cette optique de me dire, merde, j'ai quelque chose qui passe pas. Si ça se trouve, j'ai vraiment l'appendicite. Bon, j'étais partie dans cette optique-là en me disant, bon, au moins, ça sera fait, on te l'enlève et puis voilà, on n'en parle plus. Et puis, bon, j'avais pas voulu qu'il m'amène et il m'avait dit, écoutez, si vous voulez pas aller à l'hôpital, allez à la clinique Bordeaux Nord à l'époque parce qu'ils sont très très bons pour tout ce qui est les problèmes justement liés avec les viscères, les intestins, parce que là aujourd'hui c'est plus l'estomac, c'est vraiment là c'est vraiment le bas, il faut aller voir ce qui se passe. Donc j'étais partie grâce à la tante de mon ex à l'époque, qui m'avait pris. Je hurlais dans la voiture tellement j'avais mal. J'arrive à la clinique. Et après 7 à 8 heures, je ne sais plus si c'est 7 ou 8 heures, on s'en fout, on n'est plus à une heure près, de recherche. Alors j'ai fait IRM, écho. Bon, moi je me disais quand même, pour une simple appendicite, ça partait quand même dans des délires. Radio, j'ai tout fait. Prise de sang, puis j'avais vraiment mal. Et puis le gars me disait, mais pourquoi vous tordez comme ça? J'ai dit, mais j'ai mal. Oui, bon, je voyais bien que ça ne l'inquiétait pas plus que ça. Pour lui, voilà, j'étais rentrée pour une appendicite, il n'en voyait pas, donc bon, c'était top quoi. Et puis après, il y a un autre médecin qui est arrivé et qui m'a posé plusieurs questions, ce que j'avais mangé, ce que j'avais fait, etc. etc. Il s'est assis sur sur ma table là, le truc que j'étais posée, qui n'était même pas confortable à l'époque. Et m'avait dit, il était sous perf, et m'avait dit, écoutez, voilà, je suis embêtée, j'ai regardé à l'écho, j'ai regardé à la radio, j'ai regardé à l'IRM. Vous avez une infection grave du côlon, une très grave infection du côlon. Nous aujourd'hui, on vous a fait faire des prélèvements de sel, on a fait des prélèvements de sang, on a une certaine trace de bactéries, mais on n'arrive pas à déterminer laquelle c'est. Et vous avez un appendice qui évidemment s'est inflammé, mais parce que votre côlon l'est. Vous n'avez pas de grossesse extra-utérine, mais tout votre côlon est pourri, il est inflammé. Faut le traiter. Moi, je lui dis, écoutez, donc là je raconte un peu mon dernier repas, machin. Donc il me dit, ben voilà,
Là, clairement, je pense que c'est tout simplement la viande que vous avez mangée. Logiquement, vous êtes censé la vomir, ou en tout cas faire une intoxication alimentaire assez rapidement, parce que c'est ce qui s'est passé, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez tout simplement cette bactérie dont on ne connaît pas vraiment l'origine, qui s'est logée dans le bas de votre côlon à la sortie, au moment où vous auriez pu expulser. Et c'est resté là, et ça s'est infecté. Donc c'est un peu embêtant parce que nous aujourd'hui on n'a pas d'autre solution, on ne sait pas comment vous traiter et voilà quoi, on va vous mettre sous antibio et puis voilà. Alors moi à l'époque, vous savez, antibiotiques, ça me parlait pas plus que ça, je dis bah oui mais foutez-moi des antibiotiques, je dis bah ok bah donnez-moi les antibiotiques, je sors. Et non madame, vous ne pouvez pas sortir. Je dis comment ça, je ne peux pas sortir, je veux juste des antibiotiques, pars. Il dit non mais ce qu'on ne comprenait pas c'est qu'on va vous donner des antibiotiques à spectre large. Et vous allez rester à l'hôpital parce qu'aujourd'hui, si vous sortez, même avec les antibiotiques en cachet qui n'ont pas du tout les mêmes effets que ceux qu'on va vous donner en intraveineuse, vous ne passerez pas la nuit ou voire le lendemain, quoi. Votre infection est beaucoup trop importante. Là, on vous a donné de Doliprane, on vous a donné un petit peu de morphine pour enlever la douleur. Vous vous sentez bien, mais dans une heure, vous allez voir, ça va être catastrophique, quoi. Alors, le ciel est tombé sur ma tête, je me suis dit, attendez, dans une semaine c'est Noël, moi je ne reste pas à l'hôpital, tout va bien. Il me dit non, ça ne va pas bien du tout. Donc nous aujourd'hui, vous faites ce que vous voulez, vous signez une décharge si vous voulez, mais moi je vous dis, vous ne passerez pas la nuit, ou en tout cas pas demain. Ça m'avait un peu fait peur. Il me dit voilà, on vous hospitalise, on vous met sous ce fameux antibio à spectre large, et puis adienne. Bon, je passerai les détails de la semaine que j'ai passée, parce que du coup j'ai passé Noël là-bas. Ça a été très long, très compliqué. J'ai passé des nuits à vomir, à avoir des augmentations de température. Ils mettaient même la perf dans la glace. Vous voyez, les perfs dans lesquels il y avait des gouttes à gouttes et de quoi m'alimenter. En fait, ils les foutaient dans la glace pour que quand après ça passe dans mes veines, parce que le tube était devenu glacé et ça passait dans mes veines et du coup ça permettait de faire un peu baisser la température. Imaginez le truc. Enfin, bref. Donc bref, j'ai passé cette semaine-là et la semaine passant, du coup ça allait mieux puisque l'antibiotique a fini par faire son effet, hein, qui est tout simplement de vous permettre, en fait, ne sachant pas quelle bactérie, ça a tout nettoyé, mais alors tellement bien nettoyé que j'en suis ressortie avec les intestins javelisés. Et si ça ne peut pas vous parler, moi je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est que dans les intestins, on a ce qu'on appelle la microbiote. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de bactéries, de bonnes et de mauvaises. Et ces bactéries, elles cohabitent. Tous. C'est exactement comme une empreinte génétique, pardon. Votre empreinte génétique, c'est exactement pareil pour ce qui est de votre microbiote. On en a tous une différente. Elle est tous, voilà, c'est pas quelque chose de conforme, d'uniforme. Et cette cohabitation de bactéries qui se mangent entre elles, certaines sont plus ou moins bonnes ou mauvaises, elles vous permettent de bien digérer, elles vous permettent de faire énormément de choses. Ça a un impact aujourd'hui, et avec les 12-15 ans maintenant de plus passés, on s'aperçoit que le microbiote de votre intestin, ça peut même conditionner vos hormones, votre stress, votre diabète, votre addiction à l'alcool. Voilà, donc je ne dis pas des conneries, hein, je ne raconte pas des fumisteries de conneries. Je peux vous assurer qu'ils sont en train de faire des recherches très poussées parce qu'ils se sont aperçus que ça a joué énormément. De toute façon, si on vous dit que l'intestin, ou en tout cas l'estomac et les intestins sont votre deuxième cerveau, c'est pas une connerie. C'est pas n'importe quoi. Ça peut jouer sur beaucoup de choses. Et si ça joue sur vos hormones, ça joue sur vos humeurs, ça vous joue sur votre libido, ça joue sur votre stress, votre fatigue, votre sport, votre façon de manger, enfin voilà, c'est terrible sur toute votre vie, sur ils savent même que ça a des impacts sur le fait d'être atteint de maladies psychologiques, de dépression, voilà. Donc c'est vraiment hyper important. Et quelque part, moi j'avais pas conscience de tout ça. Et cette microbiote, en fait, elle cohabite avec donc un équilibre que vous avez créé en fonction de votre naissance, du lait maternel ou non, si vous avez du lait maternel, de ce que vous avez mangé, de comment vous faites du sport, ça acidifie pas le corps, de votre quotidien va alimenter cette microbiote
va la changer, va la modifier, va l'évoluer. Elle évolue toute votre vie, hein. Et si ce microbiote n'est pas maintenu dans cet état, on va dire, parfait, s'il est en harmonie au moment où vous lui injectez un antibiotique, c'est ce qu'on fait souvent d'ailleurs, on en prend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on tue ces bactéries, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Si vous avez une grosse quantité de mauvaises bactéries, à la limite ça va peut-être vous soulager quelque temps. Si vous en avez une bonne quantité de bonnes, on va dire, et qui d'ailleurs vous permettez d'avoir un système digestif parfait, et ben, il va être détruit aussi. Et ce qui va revenir se réincruster dans votre système digestif, ça on ne le sait pas. Et votre microbiote, elle va se reconstruire en fonction de plein d'éléments. Et donc de votre réintroduction de l'alimentation, à votre stress. Si elle était plutôt maintenue dans un confort par rapport à votre passé, là vous recommencez à zéro. Et le zéro, il aurait fallu que vous recommenciez à naître un peu, hein, parce qu'on recommencerait à reprendre du lait maternel, à avoir des enzymes de naissance, avoir certaines bactéries que vous ne retrouvez plus en souche comme ça naturellement dans l'alimentation. Et donc, si vous voulez, quelque part, c'est impossible de reconstruire tout de manière parfaite. Alors, plus vous allez donner des antibiotiques faibles à votre corps, mais je parle de tous les antibiotiques que vous voulez, hein, tous ceux que vous avez pris depuis votre naissance, qu'on vous a foutu pendant des années, ça joue. Moi, j'ai eu cette chance extraordinaire, c'est que je suis carrément partie sur ce qu'on appelle les antibiotiques à spectre large, où là, ils ne sont pas allés sur du la mini-dose, ils sont allés sur la dose bien massive, ça a bombardé tout ça, ça a tout nettoyé, j'avais plus rien. Plus mal, mais plus de microbiote de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Et ce qui s'est reconstruit dans un état, on va dire, catastrophique. Parce que quand je suis sortie, en fait, j'ai entamé le 2e régime. Alors je vous assure, on ne va pas faire tous les régimes que j'ai faits, je vais vous les donner, je vais vous les citer, mais c'est pour vous donner un peu le contexte. Vous voyez, voilà. Donc je pars sur une microbiote pourrie, qui a été atteinte par cette fameuse bactérie. On me met donc un antibiotique qui me tue tout, et ce qui est de bon, ce qui est de mauvais, de la gorge jusqu'au sacrum. Et puis on me dit, par contre, pour la ressortie, on ne peut pas vous réintroduire n'importe quel aliment. Il faut que vous ayez conscience que votre côlon a énormément souffert. Donc on va vous mettre sur un régime sans résidus. Alors les régimes sans résidus, alors pour ceux qui font des coloscopies, vous devez connaître, c'est un régime dans lequel il n'y a pas de fibres. Tout est passé à l'eau claire. Vous n'avez plus de sucre. Vous n'avez plus de... Alors je ne vous parle pas, hein, le riz, les pâtes, le pain, tout ça, tout ce qui est complet, pas complet, enfin tout ce qui est à base de céréales, tout ça, c'est vous oubliez. C'est à base en gros de poulet, blanc de poulet, de viande pas grasse, parce que le gras peut aussi entraîner des inflammations. Vous n'avez plus le droit au miel, aux confitures, vous n'avez plus le droit aux fruits, à part des compotes, et encore, c'était la 2e phase quand je l'ai faite moi. Vous avez le droit qu'à des bouillons d'eau claire, enfin bref, des craquettes extrêmement crues, cuites que vous faites vous-même, avec du pain rassis, enfin bref. Donc bon, j'avais déjà perdu 8 kilos avec cette phase express de régime. On va dire déjà à l'hôpital, j'ai reperdu encore 4 kilos, 4 ou 5 kilos. Et puis moi, j'avais qu'une hâte, c'était de reprendre le sport. Parce que là, du coup, j'étais plutôt mince, j'étais plutôt bien. Et puis, j'avais une envie, j'étais reboostée. Je voulais repartir dans ma vie. Je voulais plus entendre parler de l'hôpital. Je vais vous dire, quand vous avez passé une semaine à l'hôpital, dans un monde qui est quand même très particulier, parce que l'oncologie, c'est plutôt des gens qui sont dans un état avancé de l'âge. J'en ai croisé 2 ou 3 qui avaient des cancers, qui sont morts la semaine où je suis passée. Pourtant, c'était des gens extraordinairement gentils. J'étais presque le clown. J'étais un petit peu devenue l'attraction du siècle, parce que à 20 ans, être dans ce service-là, c'est quand même très très rare, voire quasi inexistant. Et avec des gens qui avaient plus de 70 ans et qui avaient tous des problématiques quand même très graves. Et moi, j'arrivais là-dedans, donc j'ai adoré, parce que socialement, c'était extraordinaire. J'ai vécu un moment génial, un moment d'échange. Psychologiquement, ça m'a boosté pour apprendre que la vie, elle est très très courte, très 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 courte. Et d'aimer la vie aussi. Parce que même si on se sent toujours d'attaque tous les jours, quand on a 20 ans, peut-être un peu moins quand on prend de l'âge, mais
En 20 ans, on n'a absolument pas conscience de la mort, on n'a absolument pas conscience de l'handicap, voilà, tout ça. Bon, après, les années passant et dans l'assurance, je pense que ça m'a mis un petit piqûre de rappel sur le plaisir de la vie et sur le fait qu'il faille vraiment faire attention. Et donc du coup, je disais quoi? Bah oui, du coup, je me suis retrouvée avec ce régime sans résidus et avec du sport et on est reparti. Et le calvaire a commencé, c'est que j'ai commencé à avoir des ballonnements, des problèmes digestifs. Dès que je réintroduisais, parce que bon, bah, je vous le dis tout de suite, hein, le régime sans résidus, je l'ai tenu peut-être quelques semaines, quelques mois. Mais après, j'ai eu marre, j'ai remangé un fruit, j'étais malade. Je mangeais un peu gras, j'étais malade. J'ai mangé trop de pain, j'étais malade. C'était terrible, quoi. Et puis des ballonnements de femmes enceintes, quoi. J'étais enceinte de 6 mois. Je vais vous dire, je vais pas vous passer, je vais être très crue. Voilà, c'est horrible. On a des gaz, on peut pas socialement vivre. Et puis alors les gaz, ça fait extrêmement mal. On n'arrive plus à marcher. Voilà, c'était atroce, atroce. Donc du coup, j'ai décidé de passer à d'autres régimes dans lesquels je réintroduisais en fait uniquement certains féculents que j'arrivais à digérer, comme le riz, et puis beaucoup de protéines. Donc je suis repartie un peu sur mes protéines. Et la valse des régimes a commencé parce que j'ai cherché. J'ai cherché pendant 12 ans, et je peux vous dire que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai arrêté. 12-13 ans, ouais, à un régime qui soit bien. Et ce régime bien, il fallait qu'il s'adapte à ma vie. Moi, j'ai commencé à faire beaucoup de sport, à recommencer le sport. J'ai toujours pas repris la danse, mais je me remettais à courir, je m'étais à aimer ça. J'ai commencé à introduire la muscu, donc j'avais besoin d'énergie. Donc j'ai tout essayé, tout essayé. Et là, franchement, je peux vous assurer qu'il y en a énormément. Et j'avais qu'il y en avait un nouveau d'ailleurs. Je me disais, tiens, je vais le tester celui-là. Donc j'ai fait le régime cétogène. C'est peut-être celui qui m'a été le plus dur à mettre en place, enfin à supporter. Mais par contre, c'est celui qui m'a fait le plus de bien. C'est la seule fois où j'avais le ventre plat, où j'avais mal de rien. Parce qu'en fait, le régime cétogène, c'est pas compliqué. C'est un régime qui est basé sur le fait que si votre corps a besoin de sucre pour vivre, il en produira toujours d'une manière ou d'une autre. Mais ça, c'est vrai d'ailleurs. Donc votre corps, la seule énergie que votre corps a besoin, c'est pas compliqué, cherchez pas loin, c'est le sucre. Le sucre sous toutes ses formes, hein, on ne parle pas du sucre blanc, hein, c'est toutes ses formes, les fruits, les sucres qu'on dit lents mais complexes plutôt, hein, le riz, les pâtes, le pain, les glucides à base qui sont par exemple les lentilles, parce qu'il y a quand même pas mal de glucides dans ces légumineuses, c'est partout, le sucre est partout. Et donc, si votre corps a besoin de ça pour vivre, il en produira, il trouvera une solution pour transformer n'importe quel aliment que vous lui donnerez en sucre, puisque c'est sa façon à lui de lui permettre de pouvoir vivre. Alors après, ce mécanisme de transformation, il peut avoir plus ou moins des mécanismes différents, des techniques différentes. Et le régime cétogène se base sur le fait que si vous n'apportez aucun glucide ou très peu de glucides à votre corps, il ira piocher dans une autre forme de macronutriments, il ira piocher dans les lipides pour le transformer en sucre. Donc c'est d'ailleurs la preuve que vous avez besoin de sucre pour vivre, parce que si même quand vous lui apportez autre chose que du sucre, il transforme les aliments, ou en tout cas l'énergie qu'il en ressort en sucre, c'est que quelque part il en a besoin. Hein. Donc, il fallait se poser les bonnes questions à l'époque quand je l'ai fait, mais bon, ne posez pas ces questions-là. Après, c'est très à la mode le régime cétogène. Alors il y a plusieurs déclinaisons, hein. Les régimes cétogènes, c'est tout simplement de manger très gras, donc avec beaucoup de lipides de très haute qualité, de bonne qualité, et un petit peu de protéines par rapport à votre définition physique. Donc là, je ne vous rentre pas dans les détails techniques de comment calculer le nombre de protéines qu'il vous faut, mais voilà, par rapport à votre poids de corps, votre dépense énergétique, votre sport, etc. Donc ça vous protège quand même de conserver un minimum votre muscle. Et très peu de glucides, à 25 grammes par jour. Pour ceux qui font un vrai régime cétogène, c'est maxi 25 grammes. Après, on peut aller jusqu'à du 100 grammes. Quand on passe à du 100 grammes de glucides, moi, j'estime qu'on n'est plus dans le régime cétogène. À mon sens, on est plus dans le low carbs, c'est-à-dire un régime très pauvre en glucides. Et
Donc moi j'ai fait le régime extrême cétogène dans lequel je ne mangeais pas plus de 25 grammes de glucides, ce qui veut dire que je ne pouvais même pas manger des haricots verts. Si j'en mangeais, je passais les 25 grammes parce que j'en mangeais un peu trop. Donc en fait la seule source de glucides que j'avais, c'était de la salade verte. Et du blanc de poulet. Je mangeais déjà très peu de viande rouge et du gras. Voilà, donc je mangeais du beurre. J'ai même mangé du beurre comme ça, en morceaux. Parce que le deal du régime cétogène, c'est de passer ce qu'on appelle en cétose. C'est-à-dire de forcer votre corps à aller puiser dans les lipides, dans le gras, pour justement fabriquer du sucre ou de l'énergie pour vous permettre de vivre. Donc cette phase d'adaptation, il y en a qui disent que ça dure à peu près une semaine. Et ça vous fatigue, vous avez un peu cette sensation d'être un peu grippé, etc. Et puis après, ça passe bien. Bon, moi, je vous le dis tout de suite, et pour en avoir parlé un peu autour de moi, ça m'a rassurée avec le temps. Tout le monde ne passe pas en cétose et tout le monde n'arrive pas à justement à provoquer ce genre de passage pour que votre corps se force à passer donc du mécanisme du sucre à un mécanisme comme un brûlage de graisse, comme ils disent dans les magazines, donc en cétose, pour arriver à donc avoir un autre mécanisme d'énergie et qui vous font perdre du poids évidemment, parce que pour ceux qui n'ont pas qui ont dû perdre du poids à perdre, ben ça aide, ça va les puiser dans les gras. Maintenant avec le recul, moi je sais que j'en ai pas perdu parce que de toute façon la problématique c'est que je mangeais très très gras pour essayer à vraiment forcer mon corps et très peu de sucre, et en fait en termes de calories je mangeais largement suffisamment pour mon corps. J'ai mis du temps à comprendre ça, il aurait fallu que je me mette en plus en basse calorie, ce qui somme toute aurait été quasi impossible parce que déjà socialement je vous dis même pas, quand vous mangez simplement juste 2 tranches de 150 grammes, et quand je suis gentille 100 grammes de poulet avec 4 cuillères d'huile d'olive dessus et de la salade verte, c'est compliqué quand même, hein, vous voyez. Bon. Après moi je l'ai fait dans l'extrême, c'est-à-dire j'ai fait un vrai régime cétogène dans lequel je faisais des relevés sanguins pour savoir à peu près à quelle dose j'étais en termes de sucre dans le sang, voir si j'étais passée en cétose ou pas. Donc je suis passée en cétose 2 ou 3 fois. J'ai pas eu cette énergie dont on m'avait parlé. Par contre, j'ai beaucoup aimé ce régime parce que je n'apportais absolument plus aucun glucide à mon ventre, donc plus aucun légume, plus aucune fibre, donc absolument aucun souci pour la digestion, plus de ballonnement. Et comme je mangeais très gras, je pense que mon tube digestif était très on va dire j'ai pas le mot mais ça va me venir, lubrifié, voilà. Très lubrifié, donc je n'avais absolument plus de problème parce qu'à l'époque j'avais déjà le problème de réussir à aller aux toilettes, donc voilà, je n'étais absolument plus constipée, j'avais plus de ballonnement, plus rien, mais j'étais crevée, je n'arrivais plus à faire de sport, enfin voilà. Avant ça, j'avais fait aussi un régime, qu'est-ce que j'avais fait aussi, un régime vegan, donc j'ai fait du végétarisme, j'ai fait du vegan pur. Alors vegan pur non, je dirais végétalien, c'est-à-dire que j'ai carrément retiré les œufs et le lait aussi, pour voir si peut-être que dans une autre forme de régime ça allait peut-être me convenir, peut-être que c'était carrément le contraire, forcer mon corps à réintroduire beaucoup de fibres, forcer mon corps à avoir des bonnes bactéries comme ils disent, pour aller manger les mauvaises qui font que je ballonne, parce que c'est un peu ça en fait, il y a des gaz qui sont rejetés par toutes ces bactéries qui ne savent pas quoi faire de tout le sucre que je leur donne. J'ai donc essayé ça. Là, ça a été alors une découverte parce qu'au niveau culinaire, au niveau gustatif, au niveau de la recherche de la cuisine, au niveau état d'esprit, au niveau tout ça, ça m'a obligée à aller comprendre le bio, le pas bio. Comment étaient fabriqués les produits à base de tofu, de seitan, voilà, donc de tempeh, j'en ai fabriqué moi-même, j'ai tout essayé. Retirer le lait, parce que je me suis dit que le lactose était peut-être une source de problématique. Après j'ai fait le régime sans gluten, qui ne m'a pas plus aidé que ça, parce qu'en fait les levures contenues dans les autres formes de pain qui ne sont pas à base de gluten m'ont aussi donné un mal au ventre. J'ai fait ensuite le régime sans FODMAP, alors celui-là il fonctionne très très bien. Mais c'est celui sur lequel je suis encore un peu actuellement, parce que c'est comme ça que j'arrive à comprendre. Le régime sans FODMAP, je ne vais pas en faire non plus un trop long descriptif parce que c'est quelque chose qui pourrait faire l'objet de 3 ou 4 podcasts. Je vous invite à aller vous renseigner un peu là-dessus. En fait, c'est de retirer alors,
À son origine, en fait, c'est la Monarch University, la Monarch University, qui a développé ce régime dans lequel ils sont aperçus que certaines maladies dégénératives du cerveau réagissaient bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les régimes sont créés, hein, je vous le dis de suite. La cétose, si je ne me trompe pas, je crois que c'est pour... Alors je ne sais plus si c'est pour Parkinson ou si c'est pour les crises d'épilepsie. Le cétogène, je sais que ça a réduit les crises d'épilepsie de manière conséquente, à plus de 30%, je crois. Après, pour ce qui est du régime sans FODMAP, c'est un régime alimentaire qui a permis aussi, alors je ne sais plus si c'est des dégénérations du cerveau, mais lesquelles maladies, je ne sais plus. Donc Alzheimer ou Parkinson, un des cas très, très connus. Et donc ce régime sans FODMAP, c'est un régime dans lequel ils sont aperçus qu'il y a un certain nombre de glucides contenus dans des aliments complètement diversifiés, donc dans le lactose, puisque c'est un sucre, le lactose, mais vous avez aussi dans certains fruits, dans certains légumes. Donc il y a 5 formes de glucides, et ces 5 formes de glucides, des personnes ne le digèrent pas. Ce sont ces glucides-là qui vous apportent ce fameux ballonnement. Et ces 5 sucres-là, tous sont différents, mais surtout certains vont avoir des effets sur un sucre un tel, d'autres sur un autre sucre, ou soit sur plusieurs sucres mélangés. Du coup, ça vous oblige en fait en première phase à retirer tous ces aliments, et ensuite à réintroduire famille par famille de sucres les aliments pour voir lequel peut vous poser problème ou lesquels peuvent vous poser problème. Et donc du coup vous avez, ça peut être de tout au tout, hein, dans les fruits par exemple, pommes, poires, c'est une catastrophe, pastèque, melon, c'est une catastrophe, mais c'est pas les mêmes sucres. Donc moi par exemple chez moi, le melon à la pastèque ça me fait vraiment un effet catastrophique. La pomme pour moi ça peut aller si elle est sans peau. La poire, je commence à avoir du mal. La cerise, pas possible. Enfin, dans les légumes, vous oubliez le poireau. Mais d'ailleurs, qui sont très connus. Si je vous parle des légumes, je pense que les gens vont se reconnaître. Tout ce qui est chou, alors ça c'est sûr, hein, tout le monde le connaît, mais ça c'est parce que c'est vraiment une source importante de glucides qui peut vraiment facilement fermenter. Toute la famille des choux, mais après vous avez les poireaux, vous avez les oignons, vous avez l'ail. Et après dans le pain, alors bon, tout ce qui est gluten. Alors pas spécialement gluten, hein, c'est pas le gluten qu'on évite, mais les farines contenant du gluten contiennent des sucres qui vous posent des difficultés. Mais vous avez des farines sans gluten qui posent aussi des difficultés. Donc vous voyez, vous avez après tout ce qui est oléagineux, alors ça c'est une catastrophe, les fruits secs. Les fruits, les oléagineux, donc amandes. Alors les amandes c'est ce qu'il y a de moins pire dans les types de sucre. Par contre vous avez je ne sais plus lesquels sont catastrophiques, mais bon, de toute façon, les noix de macadamia, enfin. Donc voilà, donc après, vous pouvez ne pas réagir à ce genre de glucides en deçà d'un certain grammage en plus. Donc ça vous oblige à vous dire, voilà, oui, je peux manger de la tomate cerise, mais c'est 3 tomates cerises. Oui, je peux manger des lentilles, mais c'est 25 grammes. Donc en fait, moi j'ai eu un tableau dans lequel j'ai dû suivre pendant 1 an ce régime-là. Et dès que, pour une raison ou pour une autre, je dérogeais à ce régime, et il est très compliqué parce que ça peut être dans le poivron vert, mais pas dans le poivron jaune. Dès que vous chiez dans la colle, parce que vous avez oublié de regarder votre liste ou que vous ne connaissez pas vraiment le grammage au moment où vous l'avez dans votre assiette, et ben on repart à zéro parce qu'en fait vous êtes ballonné, etc., etc. Donc ce régime sans FODMAP, il m'aide bien parce que ça me permet de m'aiguiller un peu. Je sais que voilà, je vais me dire, ah merde, faut pas que je prenne de poireaux parce que sinon ça va me rendre malade. Tiens, on me propose une salade de fruits, est-ce qu'il y a de la pomme, de poire, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je vais essayer de m'orienter sur des légumes verts où il y a le moins de fibres possible aussi, parce que moins il y a de fibres, non plus je sais que en tout cas ça va aussi pas cumuler avec d'autres difficultés. Le pain, bon ben vous voyez, pour Noël j'en ai mangé. Je sais pas si ma mère écoutera ce message parce qu'elle a été adorable, elle m'a proposé le pain, j'ai dit oui, et puis en fait ce matin je me suis levée, j'avais le ventre d'une femme enceinte de 8 mois et demi maintenant. J'ai passé de 6 mois à 8 mois. Et puis ce qui est terrible aussi, c'est que
moins vous en donnez à votre corps et plus votre corps du coup s'habitue à quelque chose de sain, de propre, de bien. Donc du coup dès que vous commencez à chier dans la colle, alors ça se décuple encore plus. Puis est-ce que, je ne sais pas si c'est psychologique, mais au début des années, quand on commence, on apprécie ce genre de... On apprécie la vie, on apprécie voilà, tout ce qui nous entoure, et puis on se dit, bon, bah, c'est pas grave, on vit avec la maladie. Et puis après, quand on a goûté au fait de ne plus avoir mal, dès qu'on recommence à avoir des symptômes, c'est presque la catastrophe. Je devenais dingue en disant, ah non, ça y est, j'ai passé une nuit de merde, j'ai passé une journée de merde. Du coup, je grossissais, hein, je grossis encore le truc aujourd'hui, hein, dès que j'ai un truc qui va pas, que j'ai le ventre qui commence à gonfler, je me dis, putain, ça y est, c'est reparti, quoi. Mais c'est quoi cette vie de calvaire? C'est quoi ce calvaire? Alors le vin aussi, l'alcool, enfin bref. Donc en fait, voilà. Et j'ai fait après des régimes sans. Les régimes sans, je les ai tous faits. Sans lactose, sans gluten, voilà. Que bio, que véga, enfin que végétalien. J'ai fait du pesquitarien où j'ai réintroduit le poisson, voilà. Alors cette chose qui ne me fait pas mal, mais je ne peux pas manger en grosse quantité, c'est les protéines. Donc c'est-à-dire que par exemple, ça j'ai remarqué que globalement, si je mangeais que de la viande, que du poulet, je suis pas trop embêtée. Mais il ne faut pas que j'en mange beaucoup. Ça veut dire que je ne peux pas manger beaucoup dans mon assiette. Donc j'ai privilégié des sources de protéines que j'aime. Et surtout pas trop grasses. Parce que si elles sont grasses, hein, c'est une catastrophe. Hier soir, j'ai essayé, ça faisait des années, et pourtant je suis un peu contre le principe. J'ai réessayé à manger du magret, juste une tranche. Bah, laisse tomber, j'ai enlevé le gras et tout, mais déjà rien que ça. Je savais en plus dans ma tête, je me dis, Jade, tu vas pas être malade avec ça, il n'y a pas de raison. Bon, ça et le pain, je sais pas qui a dit merde à l'autre, mais en tout cas ça m'a pas aidé. Donc voilà. Donc et je fais des efforts en testant tous ces régimes, et j'aime bien parce que en définitive sur le recul, parce que j'ai tout essayé, et puis les gens qui m'entourent me prennent pour une dingue, hein. Ils me disent, mais t'es taré, pourquoi tu fais ça? Ben en fait, après quand je leur explique, ils me disent, ah ouais, je comprends mieux. Mais moi, d'un point de vue technique, d'un point de vue scientifique, le jour où je suis sortie de cet hôpital, j'ai passé ma vie à lire des choses sur la science et le corps humain. Donc je sais aujourd'hui d'ailleurs que ce que j'ai aujourd'hui qui sont des symptômes qui existent de manière assez régulière, et c'est pas quelque chose de complètement anodin. Donc vous avez de temps en temps, vous, des petits symptômes dans votre année, dans votre vie, des passages où vous allez avoir ces cas-là, où vous allez être ballonné, vous êtes constipé, ou alors vous allez avoir la diarrhée, enfin ce genre. Mais ça va passer et vous allez vivre avec. Et moi, j'ai été voir un médecin, j'ai fait coloscopie, prise de sang, j'ai tout fait, j'ai tout essayé. Donc j'ai tout fait. Je vous le dis de suite, je n'ai pas envie de vous faire un résumé, mais et le médecin me regardait avec mon ventre gonflé, après m'avoir ausculté sur la table, et même m'avoir fait rentrer la veille en coloscopie en me disant voilà, ben voilà, vous allez faire une coloscopie. À la coloscopie même, elle m'a dit j'ai pas pu voir bien tout parce que même avec votre régime sans résidus, après une semaine, et même avec le lavement, ben on voyait pas encore bien. Donc ça veut dire que ben, mes intestins, tout ça, tout fonctionne pas assez suffisamment pour que j'aille aux toilettes correctement, pour que à le moment de la coloscopie où j'ai plus rien dans le ventre, on voyait pas bien. Mais elle m'a dit de toute façon c'est pas inflammé. Mais je vous crois, je sais que vous souffrez. Mais c'est pas une maladie, madame. Vous n'allez pas mourir d'être ballonné, vous n'allez pas mourir de mal digérer, d'être constipé. Moi, je vous conseille de faire un régime sans FODMAP. Voilà. Donc c'est comme ça qu'elle m'a orienté sur le régime sans FODMAP. Mais moi, quand j'ai testé ce régime et puis que j'ai réintroduit, puis j'ai enlevé, j'ai réintroduit, j'ai réessayé, j'ai recommencé, j'ai merdé. Bon, réellement, chaque fois, c'est un calvaire parce que quand on réintroduit un aliment, ça va pas. Donc, si vous voulez, j'ai passé des heures à chercher et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule dans le monde à avoir ces problématiques-là. Par contre, d'un point de vue purement de traitement, si on peut dire ça comme ça, en fait, il n'y en a qu'un seul qui marche très très bien. Alors, vous en avez plein, hein, on va vous proposer des... Alors, je pars, je me disperse, mais vous avez quand même une proposition qui se fait très souvent, qui est celle donc de vous donner des probiotiques, des prébiotiques, etc. Donc, certains c'est pour créer des bonnes bactéries, d'autres c'est pour créer la bactérie qui va être mangée par la bonne bactérie, enfin bref. Donc les prébiotiques et les probiotiques, ça j'en connais un rayon. J'ai essayé, mais le problème c'est que ce sont à chaque fois, parce qu'il y a des milliards
de bactéries différentes. Donc à chaque fois, les labos sortent des souches, qu'on va dire les plus connues, qu'on retrouve de manière conséquente dans tous les intestins des humains occidentaux, parce qu'en plus, faut savoir qu'en fonction de votre façon de vivre, de votre région, votre manière de vivre, de manger, on a tous, avec le temps voilà l'histoire, on a développé en plus ou moins certaines bactéries, donc ils vont vous donner des souches qui sont les plus connues. Et moi, chez moi, ben, ça fonctionne pas, quoi. Parce que c'est peut-être pas celle-là qu'il me faut, ou c'est pas suffisant, ou c'est pas. Voilà. Donc en fait, je me tourne l'esprit à me dire, mais c'est pas possible, déjà, tu vas jamais y arriver. Donc j'ai fait ça. Et au final, en fait, la conclusion a été que, en fait, il y en a qu'une seule qui. Il y a qu'un seul système qui pourrait marcher. Alors ils ont développé ça, je sais plus si c'est en Australie ou en Amérique. Bon, c'est un pays anglo-saxon. Donc accrochez-vous bien, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, parce que je pense qu'il y en a certains qui écoutent ce podcast et qui connaissent en fait ce système. Alors ce système il est simple, en fait on va aller chercher dans les matières fécales, enfin d'ailleurs c'est de la matière fécale totale, hein, mais bon les matières fécales de quelqu'un qui a une microbiote très saine, donc je pense qu'il passe des tests, tout ça. Excusez-moi. Je fume ma cigarette électronique, oui, ça sera un autre sujet dans un autre podcast. Et donc du coup, vous allez chercher ces petits caca de votre voisin qui lui va très bien, et on vous le réintroduit dans votre microbiote. Donc en gros, on vous réintroduit dans le ventre le caca de quelqu'un qui va bien. Alors, j'ai pas poussé trop la recherche parce qu'à l'époque, quand j'avais vu ça, j'ai trouvé ça génial. Il n'y a pas beaucoup de données scientifiques, en tout cas françaises, parce que je lis pas bien l'anglais. Mais en gros, c'est un peu l'idée, quoi, voilà. Et je pense qu'à la base, on doit certainement vous nettoyer les intestins de telle sorte à ce que quand on vous réintroduit, c'est un peu comme une reset. Là, on repart, mais cette personne saine, généralement, c'est une personne qui a donc, elle, les souches de naissance, qui a tout le développement de l'enfant, avec des souches vraiment saines. Donc, en fait, si vous voulez, comme vous pouvez pas faire de reset et renaître et repartir de l'utérus de votre maman, repartir, sortir du vagin, dans lesquels certaines bactéries, allez vous les avaler, hein, parce que ça commence déjà par là. Ensuite, le lait maternel ou non, la septisation ou pas de votre biberon, ce que vous avez touché par terre, enfin tout ça, vous pouvez plus le faire, hein. Recommencer à zéro. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que généralement, en fait, vous pouvez pas le faire. Donc, on va partir sur quelqu'un qui, lui, a ce vécu, mais sain. Voilà. Ce sont des gens qui ont souvent très peu utilisé, voire quasiment pas d'antibiotiques, parce que quand on n'a pas de ballonnement, qu'on a enfin, quand on a une souche comme ça de microbiote, des souches de microbiote de qualité, c'est qu'on a mangé sainement, ça c'est sûr. On a été conditionné à un lait maternel quasi systématiquement. On a pris très peu de médicaments et puis voilà, en fait, sans antibiotiques qui ne sont pas automatiques. Petit clin d'œil à la gros slogan qui commence à redisparaître, alors que je pense qu'on faudrait qu'on le remette un petit peu sur le tapis actuellement. Voilà, on a ce genre de personnes qui ont donc une microbiote saine. Peut-être que vous en faites partie, peut-être que vous vous sentez bien, peut-être que vous avez pris plein de médicaments, mais vous allez très bien aussi. Mais moi, je pense qu'avec le temps, vous allez voir que ça va pas s'arranger. J'en suis persuadée. Et la recherche s'est tellement développée sur le sujet, et ils ont tellement de choses à découvrir. Et si l'argent commence à affluer dans ces études scientifiques, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Sinon, ça n'intéresse personne. Et donc voilà, donc on a cette solution, j'ai cette solution qui n'existe pas donc en Nouvelle-Calédonie, très peu utilisée en métropole et qui donc, quand j'en ai parlé avec les médecins, m'ont dit non, mais vous savez, en fait, c'est sur le test actuellement, sur le marché du test, et on ne peut pas, il faudrait que c'est des maladies très spécifiques, des gens qui ont vraiment encore un niveau supérieur à vous. Alors, je m'attendais pas à ce qu'on me dise que je sois vraiment le cas critique le plus horrible du monde. Ça, je le comprends. Je pense qu'il y a toujours pire. Donc sur ça, je suis assez humble, je respecte. Par contre, de là à dire, voilà, vous, votre cas, il est moins important qu'un autre, donc on ne peut pas vous permettre de faire ce genre d'opération, je trouve ça un petit peu dégueulasse, parce que
Ça serait quoi une échelle de 1 à 10? Qui c'est qui dit quoi? Comment? Qu'est-ce qu'on détermine être le plus dur, plus difficile? Sachant qu'on n'est pas dans une maladie qui tue. Donc là, on n'est que sur du ressenti, sur des quotidiens de vie. Celle qui va dire, voilà, moi j'ai ça tous les jours qu'à noter sur un carnet. Est-ce qu'elle sera plus à même de pouvoir avoir la chance d'avoir cette opération? Et moi qui ne fais pas ce genre de relais, de relevé parce que ben, je vis ma vie un peu au jour le jour et puis j'ai pas envie, parce que sinon je pourrais pas vivre en fait. Justement, j'essaye de passer outre ça. Donc je ne suis pas dans une échelle importante. Peut-être que mon ressenti de souffrance physique est plus faible qu'une autre, peut-être qu'il est plus fort. Donc voilà. Donc au fait aujourd'hui, je me retrouve à devoir attendre que ben, en fait la science se développe en métropole, parce que en fait si vous partez par contre en Australie, dans les pays anglo-saxons, eux ils le font. Hein. Ils le font à tous ceux qui se plaignent et tous ceux qui justifient effectivement d'avoir des problématiques de digestion à ce niveau où j'en suis. Euh, et pour en avoir parlé, pour avoir décrit avec ma coach qui me suit en alimentation, elle m'a dit ouais, t'as du haut niveau quand même. Parce qu'elle m'a réintroduit certains aliments et je lui ai dit bah, j'ai eu des gaz toute la nuit. Elle m'a dit putain, je crois que je connais personne qui, dans le régime sans FODMAP, a des réactions aussi violentes. Et en même temps, sur d'autres aliments qui vont très bien. Donc voilà, j'ai pas fait le listing, j'ai pas écrit sur un papier tous mes régimes, mais croyez-le, j'en ai fait énormément. Et c'était pas trop pour parler du régime, enfin de mes problématiques personnelles que j'ai fait ce podcast, c'était pour vous dire que l'expérience, elle est extraordinaire, parce que par contre, j'en retire quelque chose de très bien. C'est que cette problématique physique que j'ai, eh ben, elle m'a appris plein de choses. Aujourd'hui, et ça fait maintenant, ben, depuis ça, je n'ai jamais repris un antibiotique et je n'ai jamais été malade. Donc oui, c'est vrai, j'ai des ballonnements. Oui, c'est vrai, je dois faire attention à ce que je mange. Par contre, je suis en forme, je dors très bien et j'ai appris à vivre avec ça. Plus le temps passe et mieux je me sens, parce que j'ai réappris ben, en fait, à faire avec mon corps, avec ce que mon corps est capable d'accepter. J'ai accepté aussi le fait que ben, manger sainement, ça demandait beaucoup de travail, mais par contre, ça me permettait aussi d'être bien au quotidien. Ça m'a permis de faire du sport, parce que le sport, et le temps que je fasse du sport, en fait, tout le moment où je fais du sport, je n'ai pas mal. Ça, les gens n'arrivent pas à comprendre, mais tant que je cours, je marche, je m'active, en fait, le système digestif est ralenti, donc j'ai beaucoup moins de difficultés digestives. J'ai appris à tous les régimes du monde, donc à apprendre la science du corps humain, la digestion, les macronutriments, les micronutriments, les vitamines, ce qui peut aussi avoir comme conséquence au niveau hormonal, c'est-à-dire que comme ma microbiote est complètement... Mon microbiote, pardon, à chaque fois je dis ma, mais en fait je dis des bêtises. Mon microbiote est mort, du coup ça a un impact sur mes hormones qui elles-mêmes du coup conditionnent mon stress et mon état de fatigue. Et donc ça m'a permis aussi d'apprendre la supplémentation. Quand je ne peux pas manger certains aliments parce que mon régime m'y impose, soit parce que j'ai testé un régime pour voir si ça allait fonctionner mieux, me permet d'être mieux, soit parce que ben, j'ai réintroduit ce régime sans FODMAP qui exclut énormément de certains glucides qui sont essentiels avec des vitamines hyper importantes. Ce qui d'ailleurs, entre nous soit dit, ressemble beaucoup à un régime de base d'aujourd'hui. Hein. Parce que bon, quand vous mangez McDo, pizza ou vous mangez pas de légumes de votre vie, vous vous mettez dans des situations d'extrême urgence pour votre corps qui vous obligeront à vous supplémenter avec moi à mon sens, des compléments de bonne qualité comme je fais, de labo bio, français, etc. Mais en attendant, ou alors si vous mangez très sainement, vous ne mangez pas bio toute la journée, vous apportez de toute façon à votre corps des choses, ou pas suffisamment, pour être bien. Donc en fait, ma situation, elle est juste que même en mangeant extrêmement bien, je suis obligée quelque part de faire attention parce que ben, j'ai des aliments que j'ai exclus et donc du coup, comme tous les gens en fait, ce que je ne mange pas ne m'apporte pas les nutriments suffisants pour bien être en bonne santé et donc je me supplémente de manière intelligente. Intelligente, ça veut dire que tout ce que je prends, le moindre médicament que je prends, alors c'est pas des médicaments, le moindre complément alimentaire que je prends, puisque je ne prends plus de médicaments depuis des années, j'ai pas pris de Doliprane depuis jusqu'à ma grossesse, je crois que j'ai pris un Doliprane une fois. Et ben en fait, quand je prends ces aliments, ces compléments alimentaires, ben je regarde pourquoi, d'où ça vient, est-ce qu'il y a vraiment une carence, est-ce que dans ma prise de sang j'ai une carence, à quoi sert ce minéral, ces vitamines, pourquoi ça peut avoir engendré des conséquences chez moi, est-ce qu'il y a vraiment des possibilités d'eux.
je prends ce complément alimentaire, mais si je ne vois pas de bénéfices, très peu ou quasi inexistants, comme c'est annoncé, malgré une vie saine et du sport, j'arrête. Donc si vous voulez, j'ai tellement testé, j'ai tellement lu, j'ai tellement recherché. Alors c'est toujours assez sommaire. Je ne suis pas médecin et je ne me prétends pas d'être médecin. Bien que je comprends que la médecine, en tout cas purement curative, ne m'aide pas aujourd'hui. Voilà, j'ai tellement fait de recherche de tout ça, que j'ai tellement testé de régime que du coup, eh ben, j'en suis devenue, on va dire, une semi-professionnelle des régimes. Mais c'est très bien. C'est très très bien parce qu'aujourd'hui je sais comment mon corps fonctionne et comme le mien est particulièrement complexe, du coup quand on me pose des questions sur de la simplicité, on va dire pour moi qui me paraît simple, eh ben, je peux les aider et je peux aider les gens et ça c'est super. Et en fait j'ai appris que eh ben, ça m'a donné le goût de la science, ça m'a donné le goût aussi de l'aide et que j'adore aujourd'hui conseiller les gens parce que pour moi ça me paraît très simple, ils ont des problématiques qui sont énormes et en fait en définitive ils ne le sont pas. Elles ne sont pas, c'est juste que je suis un petit peu déçue par le manque de curiosité des gens. Ça rejoindra peut-être certains podcasteurs que j'écoute sur le fait que je pense qu'on est en manque de curiosité, quoi, hein. On nous dit ça, on y va, on fonce. Et, euh, et du coup, ben, quelque part, ben, moi, ça m'a obligée à lire parce que je n'ai jamais eu envie de faire pour faire. Voilà. Je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qu'il fait. Et moi, quand j'ai fait le régime cétogène, j'ai compris pourquoi il était mis en place. Je suis même allée chercher historiquement d'où il venait. Bon, là, pour le coup, je vous avoue, j'ai un peu oublié, mais en tout cas, j'avais fait cet effort-là à l'époque. Le régime vegan, pourquoi il existe, le végétarien, véganisme, végétalien, oui, excusez-moi, le végétalien. Après, bon, ben voilà, j'ai testé les régimes low FODMAP, low carbs, low protéines, en jus de légumes. J'ai fait quoi? Enfin, j'en ai fait, oh là là, j'en ai fait tellement, mes pauvres. Ah oui, j'ai fait aussi Après, j'ai fait aussi des régimes intermittents. Donc ça, celui-là me va bien parce que tant que je mange pas, eh ben, tout va bien. Sauf qu'après, j'ai pris ni toute la forme. Et après, je mange trop. Donc, ben, en fait, c'est vrai que l'intermittent, ça peut être bien. Mais au-delà de 16-17 heures, je deviens bah, avec le sport que je fais, je deviens un légume qui n'arrive plus à bouger. Donc, du coup, j'ai un peu du mal. Mais j'ai fait le one meal a day. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai fait qu'un seul repas par jour. Celui-là aussi, ça va pas parce qu'en fait, il me faut que des petits repas, moi, parce que sinon, dès que je mange trop en grosse quantité d'un aliment, bah, automatiquement, ça se transforme en une catastrophe nucléaire. J'ai fait, donc ça c'est voilà, j'ai jeûné aussi. J'ai fait des alors comment ça s'appelle déjà, un seul aliment. Donc une semaine de. Alors à l'époque, j'avais pas réussi à faire la courgette dans ma tête. Psychologiquement, je me dis la courgette, c'est quand même que de la flotte, c'est pas bon, plus en goût. Enfin, c'est bon, mais quand il faut le manger pendant une semaine, je vous dis, ça va être compliqué en mangeant que ça en plus, hein. Donc c'était là où j'avais acheté d'ailleurs ma centrifugeuse. Donc j'avais fait les carottes. Alors la carotte, il y a quand même du sucre dedans, donc ça va, ça vous maintient en vie. Et j'en avais tellement mangé des carottes que j'avais carrément l'intérieur des mains qui était devenu orange. Bon, il y a un mécanisme avec la vitamine A, etc., etc. Mais bon. Donc voilà, donc le bêta-carotène se voyait, j'étais bien en forme, j'étais bien colorée. Alors celui-là, ça n'allait pas non plus. Pourquoi? Bah parce que j'avais faim, que j'étais fatiguée. Donc en fait, la fatigue n'arrangeant pas non plus mon microbiote, du coup j'avais un peu le ventre qui gonflait. Ah ouais, non, mais je vous assure que j'ai fait des régimes sans sel, ben, pendant ma compétition, que j'ai maintenu un peu après, mais ça va pas du tout. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin voilà. Donc bon, alors où est-ce que j'en suis aujourd'hui? J'en suis que ben non, j'ai une science de l'alimentation qui s'est extrêmement développée et en fait je m'aperçois que je suis qu'à un centième de la vie, de la connaissance de la vie de l'alimentation et du corps humain. Un millième, un milliardième d'ailleurs. Mais c'est pas grave parce que ça me dit bah super Jade, t'as des choses à apprendre et à transmettre. Qu'est-ce que ça m'a appris aussi? Ça m'a appris à faire attention à mon corps et à découvrir que ben, plus on est dans la nature peinture, et mieux c'est. Moins je mange transformé, moins j'ai de problématiques de est-ce que j'ai assez tel aliment, est-ce que je vais réagir bien ou pas. Donc ça veut dire aussi que mon corps et que le corps humain n'est pas fait pour introduire trop d'aliments, trop de choses transformées. Je vous avoue qu'en Nouvelle-Calédonie, le non transformé comme les légumes, c'est très cher. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais bon, voilà, il faut que je m'y fasse et j'essaie d'alterner
entre des choses pas chères, des choses chères, enfin voilà, ça dépend de ma vie. Et c'est pas facile, hein, je vous l'accorde, je pense qu'il y en a plein qui comprendront ce que je dis. Et ça m'a permis quoi? Ça m'a permis donc voilà, de m'ouvrir à ce monde-là, m'ouvrir aussi au monde du sport, de la bonne alimentation, de ce que c'était, comment ça fonctionne. Et, euh, et puis de continuer ma passion là-dessus. Parce qu'en fait, du coup, je me suis vouée à ouvrir mon esprit à plein de choses. Et que je pense que c'est dans ces tests-là, et moi je suis pour l'expérience, plus le temps passe et plus je m'aperçois que l'expérience me permet aussi de comprendre les gens. Alors je dis pas que parce qu'on n'a pas vécu l'expérience on ne peut pas aider, on ne peut pas la comprendre, je dis juste que ça aide quand même énormément, ça booste. Voilà, je faisais pas de vélo avant, maintenant que j'en fais, je souffre avec les gens. Non, je dirais qu'on des conneries, mais vous voyez, même quand je vois là aujourd'hui, je fais du tri sélectif. Physiquement, c'est terriblement compliqué. Il y a des fois où je souffre parce que c'est pas facile. Là, on n'est pas dans une petite salle de muscu où je suis pas en train de courir avec mes petites jolies baskets. Je fais des mouvements physiques qui sont très bien parce que je m'aperçois que la muscu m'aide. Je m'aperçois que le maintien du corps m'aide. J'arrive à faire des choses que je pourrais pas, que je pense que des gens de ma taille et de mon âge pourraient pas faire, mais par contre, je me soumets à une contrainte physique qui est terrible. Et du coup, je comprends les gens qui, à la soir, quand ils arrivent à la muscu, je me dis, putain, mais eux, c'est des warriors, c'est des guerriers, c'est mes idoles, ces gens-là. Donc voilà, donc en fait, plus je vis des expériences et plus j'arrive aussi à mettre dans le contexte de l'humain, de ce qui m'entoure, et j'ouvre les yeux de plus en plus en fait. Je pense que j'avais des œillères terribles. C'est pas propre à moi, hein, ça je le sais, hein. C'est pas propre à moi, tout le monde est un peu comme ça, on vit dans notre petit monde, on a besoin de vivre aussi notre vie. Et du coup, ça m'a obligé à ouvrir les yeux sur ce qui existait dans le monde, la difficulté de vie, et puis à apprendre qu'en fait le régime le mieux, je vais vous dire le régime le mieux, je l'ai déjà dit 1000 fois, en fait c'est le régime le plus simple. Mangez le moins transformé possible, ne mélangez pas milliards de légumes en même temps, sauf si vous voulez faire des plats un peu originaux de temps en temps. Mais mangez une protéine, manger une forme de glucides. Quand je dis glucides, c'est féculents, pâtes, riz, pain, lentilles, légumineuses si vous pouvez les digérer. Et manger un ou deux légumes différents et varier. Voilà, variez votre alimentation tout le temps. C'est-à-dire, si vous avez mangé beaucoup de carottes cette semaine, la semaine prochaine, vous mangerez un peu plus de salade verte et haricots verts. Mangez le plus varié en fonction des saisons uniquement. Parce que les saisons vous conditionnent le prix, mais aussi la qualité de votre produit et donc limite un petit peu les carences. Et énormément d'ailleurs. Mais bon, supplémentez-vous et mangez sainement. Voilà. Supplémentez-vous par rapport à vos besoins personnels, pas celles du voisin, hein, encore une fois. Faites des tests, faites des prises de sang, voyez où est-ce que vous êtes carencé, renseignez-vous, soyez curieux, mais mangez tout simplement le plus possible. Tant que vous n'avez pas de resto, de soirée, de machin, et même quand vous invitez, soyez simple. Soyez simple, même à table, à l'apéro, vous n'êtes pas obligé de prendre des chips. Vous pouvez très bien prendre des amandes et puis faire des petits sandwichs de fromage blanc et avec des carottes à croquer, quoi. C'est très simple à faire. Oui, c'est vrai que ça demande un petit peu plus de temps, mais bon, après vos carottes que vous avez achetées, vous les réintroduisez dans la purée du repas. Enfin, j'en sais rien, mais soyez un peu innovant, un peu créatif, faites dans la simplicité et vous verrez que déjà rien que ça vous aidera. Voilà, c'est un peu pour rejoindre ce que j'avais dit la semaine dernière. Pourquoi j'en suis arrivée à manger dans un état d'esprit orthorexique, puisque on me conditionne à ça et j'emmerde le monde qui pense que je suis orthorexique. Tant mieux, je suis orthorexique et tant mieux, je le revendique. Parce qu'en étant orthorexique et en faisant ce que les gens devraient faire, manger sainement, et moi ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris d'être humble, ça m'a appris à découvrir la douleur, vivre avec les difficultés et puis surtout être capable de connaître son corps et d'être très très curieux encore une fois. Voilà, donc je termine mon podcast sur ça. J'espère que je vais réussir à faire le montage parce que j'ai eu une petite coupure pendant que je marchais. Les pieds particulièrement, je ressens bien mes pieds là parce que j'ai marché quand même sur l'herbe, mais il y avait aussi un petit peu de partie bétonneuse brûlante, mais c'est pas grave, vous n'avez pas dû le ressentir quand j'ai parlé. Là, je suis remontée dans ma voiture, j'avoue que j'ai mis un peu la clim, j'ai fait un peu ma riche parce que là dehors il fait, combien de degrés il fait il fait que 35 degrés, donc tout va bien. Et ça a été un super moment. Je suis toujours
comment créative quand je marche, quand je fais du sport. J'ai donné beaucoup d'informations. Ne prenez pas mal le fait que je ne sois pas rentrée dans des débats techniques parce que soit je fais l'effort de faire vraiment une vraie ressource, on va dire, technique, enfin scientifique sur ce que je dis, soit je parle de la vie au sens général. Et pour l'instant, ce que j'ai envie, moi, dans mes podcasts, c'est de parler de la vie au sens général, de vous apporter des éléments, d'introduire certains sujets, mais après, à côté, je développe des posts sur Facebook, je développe des posts sur Instagram. Alors j'ai utilisé ces réseaux sociaux, c'est pas parce que je les aime, mais c'est parce que c'est un moyen aussi de communiquer le plus largement possible. Euh, donc je fais tous ces posts-là plus techniques. Mais je m'aperçois que quand je fais un post qui fait 3000 mots et qui est très recherché, très technique, qui même avec des photos et des belles images, personne ne les lit. Et donc du coup je suis un peu déçue, mais en tout cas sachez que je les fais, ces articles techniques, scientifiques, si ça vous intéresse, que je suis en train d'ouvrir et monter un site internet qui vous permettra d'avoir ces articles-là tous réunis. D'avoir des conseils si vous le souhaitez directement en m'écrivant, soit par l'intermédiaire d'une question très simplifiée et vous aurez votre réponse rapidement, soit carrément des conseils ou avoir un conseil une heure et demie en réunion visio. Vous pouvez avoir des réunions en plusieurs, puisque comme je prône aussi certaines supplémentations, je conseille les supplémentations à prendre ou pas. L'alimentation. Donc voilà, j'ai monté un site internet là-dessus. Il sera de deux aspects, à la fois business, économique, juridique, puisque c'est mon premier métier, on va dire. Et puis il y a un aspect plus de vie, santé, puisque pour moi tout ça, c'est la vie quoi en fait. Voilà, donc je pense qu'il ne fallait pas obligatoirement tout mettre dans des petites boîtes comme on aime faire, c'est-à-dire soit tu es juriste, soit tu es technicienne, soit tu es scientifique, soit tu es... Voilà, non, non, je suis juriste passionnée, curieuse on va dire autodidacte de la science. Et je le partage par des conseils. Et je permettrai aussi d'un point de vue technique d'avoir des réponses sur des problèmes administratifs et de business parce que ça peut aussi vous aider dans la vie. Et si ça vous aide, alors mon job est fait. Voilà. Je vous souhaite à tous encore un joyeux Noël, de joyeuses fêtes. On se retrouvera la semaine prochaine si tout se passe bien, si j'ai bien le temps et tout s'organise. Pour le 31, ou en tout cas pour le premier de l'année, ensemble dans un nouveau podcast. Sur ce, je vous laisse sur les plateformes. Écoutez, si vous pouvez au moins me noter sur 5 étoiles, ça serait top. Me faire des commentaires si vous êtes sur YouTube, parce qu'il n'y a pas de commentaires sur Spotify, ni sur nos minutes dans lesquelles je charge mes podcasts. Sur YouTube, sur Facebook, vous pouvez m'écrire en MP, même en message privé, vous pouvez m'envoyer un email, vous pouvez faire ce que vous voulez, tout est dans les commentaires. Et rien que pour échanger, le but n'est pas de vendre ma prestation, mais moi d'en apprendre tous les jours. Et je suis sûre que dans les gens qui m'écoutent, vous avez des vécus extraordinaires. Et si je pouvais même d'ailleurs faire un interview de chacune des personnes qui m'écoutent, j'en serais très honorée. Parce que chaque vie pour moi compte et que vous avez tous à apporter à ma vie et aux gens qui vous entourent. À bientôt! Ce sont des gens qui ont souvent très peu utilisé, voire quasiment pas d'antibiotiques, parce que quand on n'a pas de ballonnement, qu'on a enfin, quand on a une souche comme ça de microbiote, des souches de microbiote de qualité, c'est qu'on on a mangé sainement, ça c'est sûr. On a été conditionné à un lait maternel quasi systématiquement. On a pris très peu de médicaments et puis voilà, en fait, sans antibiotiques qui ne sont pas automatiques. Petit clin d'œil à la gros slogan qui commence à redisparaître alors que je pense qu'on faudrait qu'on le remette un petit peu sur le tapis actuellement. Voilà, on a ce genre de personnes qui ont donc une microbiote saine. Peut-être que vous en faites partie, peut-être que vous vous sentez bien, peut-être que vous avez pris plein de médicaments mais vous allez très bien aussi. Mais moi je pense qu'avec le temps vous allez voir que ça va pas s'arranger. J'en suis persuadée. Et la recherche s'est tellement développée sur le sujet, et ils ont tellement de choses à découvrir et si l'argent commence à affluer dans ces études scientifiques, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Sinon, ça n'intéresse personne. Et donc voilà, donc on a cette solution, j'ai cette solution qui n'existe pas donc en Nouvelle-Calédonie, très peu utilisée en métropole.
Et qui donc, quand j'en ai parlé avec les médecins, m'ont dit non, non, mais vous savez, en fait, c'est sur le test actuellement, sur le marché du test, et on ne peut pas, il faudrait que vous, c'est des maladies très spécifiques, des gens qui ont vraiment encore un niveau supérieur à vous. Alors, je m'attendais pas à ce qu'on me dise que je sois vraiment le cas critique le plus horrible du monde. Ça, je le comprends. Je pense qu'il y a toujours pire. Donc bon, bah, sur ça, je suis assez humble, je respecte. Par contre, de là à dire, voilà, vous, votre cas, il est moins important qu'un autre, donc on ne peut pas vous permettre de faire ce genre d'opération, je trouve ça un petit peu dégueulasse, parce que ben, ça serait quoi, une échelle de 1 à 10, qui sait qui dit quoi, comment, qu'est-ce qu'on détermine être le plus dur, plus difficile, sachant qu'on n'est pas dans une maladie qui tue. Donc là, on n'est que sur du ressenti, sur des quotidiens de vie. Celle qui va dire, voilà, moi j'ai ça tous les jours qu'à noter sur un carnet, est-ce qu'elle sera plus à même de pouvoir avoir la chance d'avoir cette opération? Et moi qui ne fais pas ce genre de de relevé parce que ben, je vis ma vie un peu au jour le jour et puis j'ai pas envie, parce que sinon je pourrais pas vivre en fait. Justement, j'essaye de passer outre ça. Donc je suis pas dans une échelle importante. Peut-être que mon ressenti de souffrance physique est plus faible qu'une autre, peut-être qu'il est plus fort. Donc voilà. Donc au fait aujourd'hui, je me retrouve à devoir attendre que ben, en fait la science se développe en métropole, parce que en fait si vous partez par contre en Australie, dans les pays anglo-saxons, eux ils le font. Hein. Ils le font à tous ceux qui se plaignent et tous ceux qui justifient effectivement d'avoir des problématiques de digestion à ce niveau où j'en suis. Euh, et pour en avoir parlé, pour avoir décrit avec ma coach qui me suit en alimentation, elle m'a dit ouais, t'as du haut niveau quand même. Parce qu'elle m'a réintroduit certains aliments et je lui ai dit bah, j'ai eu des gaz toute la nuit. Elle m'a dit putain, je crois que je connais personne qui, dans le régime sans FODMAP, a des réactions aussi violentes. Et en même temps, sur d'autres aliments qui vont très bien. Donc voilà, donc j'ai pas fait le listing, j'ai pas écrit sur un papier tous mes régimes, mais croyez-le, j'en ai fait énormément. Et c'était pas trop pour parler du régime, enfin de mes problématiques personnelles que j'ai fait ce podcast, c'était pour vous dire que l'expérience, elle est extraordinaire, parce que par contre, j'en retire quelque chose de très bien. C'est que cette problématique physique que j'ai, eh ben, elle m'a appris plein de choses. Aujourd'hui, et ça fait maintenant, ben, depuis ça, je n'ai jamais repris un antibiotique et je n'ai jamais été malade. Donc oui, c'est vrai, j'ai des ballonnements. Oui, c'est vrai, je dois faire attention à ce que je mange. Par contre, je suis en forme, je dors très bien et j'ai appris à vivre avec ça. Plus le temps passe et mieux je me sens, parce que j'ai réappris ben, en fait, à faire avec mon corps, avec ce que mon corps est capable d'accepter. J'ai accepté aussi le fait que ben, manger sainement, ça demandait beaucoup de travail, mais par contre, ça me permettait aussi d'être bien au quotidien. Ça m'a permis de faire du sport, parce que le sport, et le temps que je fasse du sport, en fait, tout le moment où je fais du sport, je n'ai pas mal. Ça, les gens n'arrivent pas à comprendre, mais tant que je cours, je marche, je m'active, en fait, le système digestif est ralenti, donc j'ai beaucoup moins de difficultés digestives. J'ai appris à tous les régimes du monde, donc à apprendre la science du corps humain, la digestion, les macronutriments, les micronutriments, les vitamines, ce qui peut aussi avoir comme conséquence au niveau hormonal, c'est-à-dire que comme ma microbiote est complètement... Mon microbiote, pardon, à chaque fois je dis ma, mais en fait j'ai dit des bêtises. Mon microbiote est mort, du coup ça a un impact sur mes hormones qui elles-mêmes du coup conditionnent mon stress et mon état de fatigue. Et donc ça m'a permis aussi d'apprendre la supplémentation. Quand je ne peux pas manger certains aliments parce que mon régime m'y impose, soit parce que j'ai testé un régime pour voir si ça allait fonctionner mieux, me permet d'être mieux, soit parce que ben, j'ai réintroduit ce régime sans FODMAP qui exclut énormément de certains glucides qui sont essentiels avec des vitamines hyper importantes. Ce qui d'ailleurs, entre nous soit dit, ressemble beaucoup à un régime de base d'aujourd'hui. Hein. Parce que bon, quand vous mangez McDo, pizza ou vous mangez pas de légumes de votre vie, vous vous mettez dans des situations d'extrême urgence pour votre corps qui vous obligeront à vous supplémenter avec moi à mon sens, des compléments de bonne qualité comme je fais, de labo bio, français, etc. Mais en attendant, ou alors si vous mangez très sainement, vous ne mangez pas bio toute la journée, vous apportez de toute façon à votre corps des choses, ou pas suffisamment, pour être bien. Donc en fait, ma situation, elle est juste que même en mangeant extrêmement bien,
je suis obligée quelque part de faire attention parce que j'ai des aliments que j'ai exclus et donc du coup, comme tous les gens en fait, ce que je ne mange pas ne m'apporte pas les nutriments suffisants pour bien être en bonne santé et donc je me supplémente de manière intelligente. Intelligente, ça veut dire que tout ce que je prends, le moindre médicament que je prends, alors c'est pas des médicaments, le moindre complément alimentaire que je prends, puisque je ne prends plus de médicaments depuis des années, et j'ai pas pris de Doliprane depuis jusqu'à ma grossesse, je crois que j'ai pris un Doliprane une fois. Euh, et en fait, quand je prends ces compléments alimentaires, je regarde pourquoi, d'où ça vient, est-ce qu'il y a vraiment une carence, est-ce que dans ma prise de sang j'ai une carence, à quoi sert ce minéral, ces vitamines, pourquoi ça peut avoir engendré des conséquences chez moi, est-ce qu'il y a vraiment des possibilités d'eux. Je prends ce complément alimentaire, mais si je ne vois pas de bénéfices, très peu ou quasi inexistants, comme c'est annoncé, malgré une vie saine et du sport, j'arrête. Donc si vous voulez, j'ai tellement testé, j'ai tellement lu, j'ai tellement recherché. Alors c'est toujours assez sommaire. Je ne suis pas médecin et je ne prétends pas d'être médecin. Bien que je comprends que la médecine, en tout cas purement curative, ne m'aide pas aujourd'hui. J'ai tellement fait de recherche de tout ça que j'ai tellement testé de régime que du coup, j'en suis devenue, on va dire, une semi-professionnelle des régimes. Mais c'est très bien. C'est très très bien parce qu'aujourd'hui, je sais comment mon corps fonctionne. Et comme le mien est particulièrement complexe, du coup, quand on me pose des questions sur de la simplicité, on va dire pour moi qui me paraît simple, je peux les aider et je peux aider les gens. Et ça, c'est super. Et en fait, j'ai appris que ça m'a donné le goût de la science, ça m'a donné le goût aussi de l'aide et que j'adore aujourd'hui conseiller les gens parce que pour moi ça me paraît très simple, ils ont des problématiques qui sont énormes et en fait en définitive ils ne le sont pas. Elles ne sont pas, c'est juste que je suis un petit peu déçue par le manque de curiosité des gens. Ça rejoindra peut-être certains podcasteurs que j'écoute sur le fait que je pense qu'on est en manque de curiosité, quoi, hein. On nous dit ça, on y va, on fonce. Et du coup, quelque part, moi, ça m'a obligée à lire parce que je n'ai jamais eu envie de faire pour faire. Voilà. Je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qu'il fait. Et moi, quand j'ai fait le régime cétogène, j'ai compris pourquoi il était mis en place. Je suis même allée chercher historiquement d'où il venait. Bon, là, pour le coup, je vous avoue, j'ai un peu oublié, mais en tout cas, j'avais fait cet effort-là à l'époque. Le régime vegan, pourquoi il existe, le végétarien, le véganisme, végétalien, oui, excusez-moi, le végétalien. Après, voilà, j'ai testé les régimes low FODMAP, low carbs, low protéines, en jus de légumes. J'ai fait quoi? Enfin, j'en ai fait, oh là là, j'en ai fait tellement, mes pauvres. Ah oui, j'ai fait aussi Après, j'ai fait aussi des régimes intermittents. Donc ça, celui-là me va bien parce que tant que je mange pas, tout va bien. Sauf qu'après, j'ai fini toute la forme et après, je mange trop. Donc, en fait, c'est vrai que l'intermittent, ça peut être bien, mais au-delà de 16-17 heures, je deviens avec le sport que je fais, je deviens un légume qui n'arrive plus à bouger. Donc, du coup, j'ai un peu du mal. Mais j'ai fait le one meal a day, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai fait qu'un seul repas par jour. Celui-là aussi, ça va pas parce qu'en fait, il me faut que des petits repas, moi, parce que sinon, dès que je mange trop en grosse quantité d'un aliment, automatiquement, ça se transforme en une catastrophe nucléaire. J'ai fait, donc ça c'est voilà, j'ai jeûné aussi. J'ai fait des alors comment ça s'appelle déjà, un seul aliment. Donc une semaine de. Alors à l'époque, j'avais pas réussi à faire la courgette dans ma tête. Psychologiquement, je me dis la courgette, c'est quand même que de la flotte, c'est pas bon, plus en goût. Enfin, c'est bon, mais quand il faut le manger pendant une semaine, je vous dis, ça va être compliqué en mangeant que ça en plus, hein. Donc c'était là où j'avais acheté d'ailleurs ma centrifugeuse. Donc j'avais fait les carottes. Alors carottes, il y a quand même du sucre dedans, donc ça va, ça vous maintient en vie. Et j'en avais tellement mangé des carottes que j'avais carrément l'intérieur des mains qui était devenu orange. Bon, il y a un mécanisme avec la vitamine A, etc., etc. Mais bon. Donc voilà, donc le bêta-carotène se voyait, j'étais bien en forme, j'étais bien colorée. Alors celui-là, ça n'est pas non plus. Pourquoi? Parce que j'avais faim, que j'étais fatiguée. Donc en fait, la fatigue n'arrangeant pas non plus mon microbiote, du coup j'avais un peu le ventre qui gonflait. Ah ouais, non, mais je vous assure que j'ai fait des régimes sans sel pendant ma compétition, que j'ai maintenu un peu après, mais ça va pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin voilà.
Donc bon, alors où est-ce que j'en suis aujourd'hui? J'en suis que ben non, j'ai une science de l'alimentation qui s'est extrêmement développée et en fait je m'aperçois que je suis qu'à un centième de la vie, de la connaissance de la vie de l'alimentation et du corps humain. Un millième, un milliardième d'ailleurs. Mais c'est pas grave parce que ça me dit bah super Jade, t'as des choses à apprendre et à transmettre. Qu'est-ce que ça m'a appris aussi? Ça m'a appris à faire attention à mon corps et à découvrir que ben, plus on est dans la nature peinture, et mieux c'est. Moins je mange transformé, moins j'ai de problématiques de est-ce que j'ai assez tel aliment, est-ce que je vais réagir bien ou pas. Donc ça veut dire aussi que mon corps et que le corps humain n'est pas fait pour introduire trop d'aliments, trop de choses transformées. Je vous avoue qu'en Nouvelle-Calédonie, le non transformé comme les légumes, c'est très cher. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais bon, voilà, il faut que je m'y fasse et j'essaie d'alterner entre des choses pas chères, des choses chères. Enfin voilà, ça dépend de ma vie. Et c'est pas facile, hein, je vous l'accorde. Je pense qu'il y en a plein qui comprendront ce que je dis. Et ça m'a permis quoi? Ça m'a permis donc voilà, de m'ouvrir à ce monde-là, m'ouvrir aussi au monde du sport, de la bonne alimentation, de ce que c'était, comment ça fonctionne. Et, euh, et puis de continuer ma passion là-dessus. Parce qu'en fait, du coup, je me suis vouée à ouvrir mon esprit à plein de choses. Et que je pense que c'est dans ces tests-là, et moi je suis pour l'expérience, plus le temps passe et plus je m'aperçois que l'expérience me permet aussi de comprendre les gens. Alors je dis pas que parce qu'on n'a pas vécu l'expérience on ne peut pas aider, on ne peut pas la comprendre, je dis juste que ça aide quand même énormément, ça booste. Voilà, je faisais pas de vélo avant, maintenant que j'en fais, je souffre avec les gens. Non, je dirais qu'on des conneries, mais vous voyez, même quand je vois là aujourd'hui, je fais du tri sélectif. Physiquement, c'est terriblement compliqué. Il y a des fois où je souffre parce que c'est pas facile. Là, on n'est pas dans une petite salle de muscu où je suis pas en train de courir avec mes petites jolies baskets. Je fais des mouvements physiques qui sont très bien parce que je m'aperçois que la muscu m'aide. Je m'aperçois que le maintien du corps m'aide. J'arrive à faire des choses que je pourrais pas, que je pense que des gens de ma taille et de mon âge pourraient pas faire. Mais par contre, je me soumets à une contrainte physique qui est terrible. Et du coup, je comprends les gens qui, à la soir, quand ils arrivent à la muscu, je me dis, putain, mais eux, c'est des warriors, c'est des guerriers, c'est mes idoles, ces gens-là. Donc voilà, donc en fait, plus je vis des expériences et plus j'arrive aussi à mettre dans le contexte de l'humain, de ce qui m'entoure, et j'ouvre les yeux de plus en plus en fait. Je pense que j'avais des œillères terribles. C'est pas propre à moi, hein, ça je le sais, hein. C'est pas propre à moi, tout le monde est un peu comme ça, on vit dans notre petit monde, on a besoin de vivre aussi notre vie. Et du coup, ça m'a obligé à ouvrir les yeux sur ce qui existait dans le monde, la difficulté de vie, et puis à apprendre qu'en fait le régime le mieux, je vais vous dire le régime le mieux, je l'ai déjà dit mille fois, en fait c'est le régime le plus simple. Mangez le moins transformé possible, ne mélangez pas milliards de légumes en même temps, sauf si vous voulez faire des plats un peu originaux de temps en temps. Mais mangez une protéine, manger une forme de glucides. Quand je dis glucides, c'est féculents, pâtes, riz, pain, lentilles, légumineuses si vous pouvez les digérer. Et manger un ou deux légumes différents et varier. Voilà, variez votre alimentation tout le temps. C'est-à-dire, si vous avez mangé beaucoup de carottes cette semaine, la semaine prochaine, vous mangerez un peu plus de salade verte et haricots verts. Mangez le plus varié en fonction des saisons uniquement. Parce que les saisons vous conditionnent le prix, mais aussi la qualité de votre produit et donc limite un petit peu les carences. Et énormément d'ailleurs. Mais bon, supplémentez-vous et mangez sainement. Voilà. Supplémentez-vous par rapport à vos besoins personnels, pas celles du voisin, hein, encore une fois. Faites des tests, faites des prises de sang, voyez où est-ce que vous êtes carencé, renseignez-vous, soyez curieux, mais mangez tout simplement le plus possible, tant que vous n'avez pas de resto, de soirée, de machin, et même quand vous invitez, soyez simple. Soyez simple, même à table, à l'apéro, vous n'êtes pas obligé de prendre des chips. Vous pouvez très bien prendre des amandes et puis faire des petits sandwichs de fromage blanc et avec des carottes à croquer, quoi. C'est très simple à faire. Oui, c'est vrai que ça demande un petit peu plus de temps, mais bon, après vos carottes que vous avez achetées, vous les réintroduisez dans la purée du repas. Enfin, j'en sais rien, mais soyez un peu innovant, un peu créatif, faites dans la simplicité et vous verrez que déjà rien que ça
Ça vous aidera. Voilà, c'est un peu pour rejoindre ce que j'avais dit la semaine dernière. Pourquoi j'en suis arrivée à manger dans un état d'esprit orthorexique, puisque on me conditionne à ça et j'emmerde le monde qui pense que je suis orthorexique. Tant mieux, je suis orthorexique et tant mieux, je le revendique. Parce qu'en étant orthorexique et en faisant ce que les gens devraient faire, manger sainement, et ben moi ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris d'être humble, ça m'a appris à découvrir la douleur, vivre avec les difficultés et puis surtout être capable de connaître son corps et d'être très très curieux encore une fois. Voilà, donc je termine mon podcast sur ça. J'espère que je vais réussir à faire le montage parce que j'ai eu une petite coupure pendant que je marchais. Les pieds particulièrement, je ressens bien mes pieds là parce que j'ai marché quand même sur l'herbe, mais il y avait aussi un petit peu de partie bétonneuse brûlante, mais c'est pas grave, vous voyez, vous n'avez pas dû le ressentir quand j'ai parlé. Là, je suis remontée dans ma voiture, j'avoue que j'ai mis un peu la clim, j'ai fait un peu ma riche parce que là dehors il fait, combien de degrés il fait il fait que 35 degrés, donc tout va bien. Et ça a été un super moment. Je suis toujours hyper créative quand je marche, quand je fais du sport. J'ai donné beaucoup d'informations. Ne prenez pas mal le fait que je ne sois pas rentrée dans des débats techniques parce que soit je fais l'effort de faire vraiment une vraie ressource, on va dire, technique, enfin scientifique sur ce que je dis, soit je parle de la vie au sens général. Et pour l'instant, ce que j'ai envie, moi, dans mes podcasts, c'est de parler de la vie au sens général, de vous apporter des éléments, d'introduire certains sujets, mais après, à côté, je développe des posts sur Facebook, je développe des posts sur Instagram. Alors j'ai utilisé ces réseaux sociaux, c'est pas parce que je les aime, mais c'est parce que c'est un moyen aussi de communiquer le plus largement possible. Donc je fais tous ces posts-là plus techniques. Mais je m'aperçois que quand je fais un post qui fait 3000 mots et qui est très recherché, très technique, qui même avec des photos et des belles images, personne ne les lit. Et donc du coup je suis un peu déçue, mais en tout cas sachez que je l'ai fait, ces articles techniques, scientifiques, si ça vous intéresse, que je suis en train d'ouvrir et monter un site internet qui vous permettra d'avoir ces articles-là tous réunis. D'avoir des conseils si vous le souhaitez directement en m'écrivant, soit par l'intermédiaire d'une question très simplifiée et vous aurez votre réponse rapidement, soit carrément des conseils ou avoir un conseil d'une heure, 1 heure et demie en réunion visio. Vous pouvez avoir des réunions en plusieurs, puisque comme je prône aussi certaines supplémentations, je conseille les supplémentations à prendre ou pas. L'alimentation. Donc voilà, j'ai monté un site internet là-dessus. Il sera de deux aspects, à la fois business, économique, juridique, puisque c'est mon premier métier, on va dire. Et puis il y a un aspect plus de vie, santé, puisque pour moi tout ça, c'est la vie quoi en fait. Voilà. Donc je pense qu'il ne fallait pas obligatoirement tout mettre dans des petites boîtes comme on aime faire, c'est-à-dire soit tu es juriste, soit tu es technicienne, soit tu es scientifique, soit tu es... Voilà, non, non, je suis juriste passionnée, curieuse et on va dire autodidacte de la science. Et je le partage par des conseils. Et je permettrai aussi d'un point de vue technique d'avoir des réponses sur des problèmes administratifs et de business parce que ça peut aussi vous aider dans la vie. Et si ça vous aide, alors mon job est fait. Voilà. Je vous souhaite à tous encore un joyeux Noël, de joyeuses fêtes. On se retrouvera la semaine prochaine si tout se passe bien, si j'ai bien le temps et tout s'organise. Pour le 31, ou en tout cas pour le premier de l'année, ensemble dans un nouveau podcast. Sur ce, je vous laisse sur les plateformes. Écoutez, si vous pouvez au moins me noter sur 5 étoiles, ça serait top. Me faire des commentaires si vous êtes sur YouTube, parce qu'il n'y a pas de commentaires sur Spotify, ni sur nos minutes dans lesquelles je charge mes podcasts. Sur YouTube, sur Facebook, vous pouvez m'écrire en MP, en message privé, vous pouvez m'envoyer un email, vous pouvez faire ce que vous voulez, tout est dans les commentaires. Et rien que pour échanger, le but n'est pas de vendre ma prestation, mais moi d'en apprendre tous les jours. Et je suis sûre que dans les gens qui m'écoutent, vous avez des vécus extraordinaires. Et si je pouvais même d'ailleurs faire un interview de chacune des personnes qui m'écoutent, j'en serais très honorée. Parce que chaque vie pour moi compte et que vous avez tous à apporter à ma vie et aux gens qui vous entourent. À bientôt!